Bonjour, voici notre prochaine vidéo sur les stratégies non pharmacologiques de prise en charge de l'agitation et nous allons nous concentrer sur les techniques d'apaisement, en particulier la désescalade verbale. Il s'agit donc d'une prise en charge non pharmacologique d'une personne souffrant d'agitation aiguë. Tout d'abord, il faut reconnaître que si nous utilisons des techniques d'apaisement, en particulier la désescalade verbale, nous pouvons éviter d'avoir recours à la contention physique et d'avoir à administrer des sédatifs lourds dans la grande majorité des cas. Cela nous aidera à bien des égards et contribuera certainement à une prise de décision plus rapide, permettant aux personnes de passer au niveau de soins suivant. C'est pourquoi il vaut vraiment la peine de consacrer un peu de temps à la désescalade verbale, et beaucoup de gens m'ont dit qu'il était facile pour moi de rédiger une ordonnance pour que les patients soient mis sous contention et de leur donner des médicaments par voie parentérale, et que je pouvais passer à d'autres cas, et nous sommes très occupés dans notre service d'urgence. Et je peux vous dire, à titre de comparaison, que c'est peut-être facile pour vous en tant que prescripteur, mais qu'en est-il du reste de votre personnel, parce qu'il va appeler un code d'agitation d'urgence? Ils vont ensuite réunir une équipe, entourer le patient, et finir par le faire descendre en sautant sur lui pour essayer de le maintenir au sol. Les patients sont finalement maintenus au sol. On les déplace sur un chariot ou sur un lit, et on leur impose des contraintes physiques, poignets, chevilles, une en travers du ventre, et on les maintient au sol. Le membre du personnel se rend sur place, prépare un médicament intramusculaire, prend un peu de temps pour le préparer et revient à l'endroit où le patient est attaché. Il réunit à nouveau une équipe pour maintenir la personne au sol, lui baisser son pantalon et lui administrer 1, 2, voire 3 injections dans son derrière nu. Et combien de temps cela a-t-il pris par rapport au fait que vous avez dit que vous n'aviez pas le temps et que vous avez donc simplement rédigé l'ordre? Une grande partie de votre personnel vient de passer 10 ou 20 minutes. Collectivement, vous parlez d'heures de travail parce que vous avez estimé que vous n'aviez pas assez de temps pour tenter une désescalade pendant 1 minute ou 2. C'est donc une grande différence, et il vaut la peine de prendre le temps de tenter une désescalade verbale. Une très bonne étude a montré que si l'on place une personne sous contention dans le service des urgences d'un hôpital, elle restera en moyenne plus de 4 heures de plus que les personnes qui n'ont pas été placées sous contention. Et que vaut pour vous la possibilité de disposer de ce lit 4 heures plus tôt, compte tenu de l'afflux constant de patients dans votre service d'urgence? Cela en vaut la peine. Il peut s'agir d'une raison logistique ou d'une raison liée à l'hôpital. La raison principale est que c'est beaucoup plus humain. Il est beaucoup plus éthique d'éviter les contentions chez les individus. Il peut être dévastateur pour quelqu'un d'être attaché avec des moyens de contention. Si vous n'y croyez pas, demandez aux gens de vous attacher et voyez ce que vous ressentez. C'est une sensation assez horrible et vulnérable d'avoir les bras, les jambes et le ventre attachés, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Sans pouvoir se protéger, on est très vulnérable et ce n'est pas une sensation agréable. Et si vous devez transférer une personne ayant une urgence comportementale vers un établissement psychiatrique, ils seront beaucoup plus enclins à accepter ce transfert que si vous avez quelqu'un qui est sous contention. En fait, beaucoup d'hôpitaux psychiatriques, si vous les appelez et qu'ils vous demandent ce que fait le patient en ce moment, et que vous répondez qu'il est attaché, ils vous diront qu'ils vous rappelleront quand il ne sera plus attaché, car nous ne prenons pas les personnes attachées. Éviter cela va donc être bénéfique pour le patient, cela sera bénéfique pour vous, cela sera bénéfique pour votre service d'urgence et pour l'hôpital dans son ensemble. Et si vous ne constatez pas d'amélioration ou de possibilité de continuer après 1 minute ou 2 de désescalade verbale, alors allez-y et passez peut-être à d'autres choses, mais essayez toujours, même chez les personnes qui sont vraiment agitées. Pour avoir vu plus de 90 000 patients en psychiatrie d'urgence au cours de ma carrière, je peux vous dire que l'effort en vaut toujours la peine. Et parfois, vous serez surpris. Les personnes dont vous pensiez qu'elles réagiraient le moins bien réagissent en fait très bien. Il est donc toujours indiqué d'utiliser des techniques de désescalade et d'apaisement. Nous espérons que vous pourrez éviter que quelqu'un se retrouve dans une situation où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution que la contention. J'ai vu trop souvent cette note dans les dossiers. Nous avons tenté une désescalade, mais cela a échoué et nous avons donc eu recours à la contention et aux médicaments. Ce n'est pas l'état d'esprit qu'il faut avoir. Votre état d'esprit devrait être que nous faisons continuellement de la désescalade. Cela nous aide à procéder à une évaluation psychiatrique et médicale et à proposer des médicaments, ce qui nous permet d'éviter l'isolement et la contention. Il existe donc un ensemble de concepts de base pour la désescalade, connus sous le nom de 10 commandements de la désescalade. Ils ont été créés par un brillant psychiatre d'urgence, connu sous le nom d'Avrim Fishkind il y a une vingtaine d'années, et ils ont résisté à l'épreuve du temps et sont utilisés dans les hôpitaux du monde entier. Nous pourrions probablement faire 10 vidéos sur chaque partie des 10 commandements de la désescalade, mais pour gagner du temps, vous pouvez les voir sur votre écran devant vous. Donnez-leur beaucoup d'espace. Soyez la personne qui intervient. Identifiez les désirs et les sentiments de cette personne. Soyez la personne qui écoute. Je pense que si vous deviez vraiment y réfléchir collectivement, l'idée est que si quelqu'un est agité,
il ne faut pas l'être en retour. C'est vous qui êtes calme. Soyez calme lorsqu'ils sont bruyants, gardez vos bras le long du corps lorsqu'ils serrent les poings. Quand ils crient, vous chuchotez, ou, ce faisant, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats et vous aurez beaucoup plus de chances d'amener les gens à prendre leurs médicaments de leur plein gré. Il faut savoir que personne n'a jamais été blessé par un doigt en administrant des médicaments par voie orale. Vous allez établir une alliance thérapeutique avec les patients, susciter la confiance et être en mesure de travailler en collaboration avec les personnes souffrant de troubles aigus de la santé comportementale. Les patients iront mieux sans que vous ayez à appeler un code et à vous mettre en danger, vous et vos collègues. Si vous évitez ces procédures de contention et de médication, vous aurez beaucoup moins de blessures, tant pour les membres de votre personnel que pour vos patients. Y aura-t-il parfois des patients qu'il faudra immobiliser et soigner de force? Bien sûr. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et si vous êtes en mesure de travailler avec eux et de privilégier l'alliance thérapeutique, de leur proposer des médicaments par voie orale au lieu de les injecter de force, de les aider à se calmer au lieu de réunir l'équipe de sécurité et de les mettre de force sous contention, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. L'autre chose à faire avec une personne agitée est de commencer à lui administrer les médicaments appropriés dans le service des urgences. Et c'est quelque chose dont nous parlerons dans les vidéos suivantes, mais sachez que les médicaments administrés dans le service des urgences ne sont pas des contentions chimiques et qu'il faut considérer les médicaments comme un traitement et des médicaments appropriés, et nous l'expliquerons dans un petit moment. Lorsque vous commencez à administrer des médicaments et que vous évitez de mettre les gens sous contention, cela peut avoir des avantages incroyables pour votre équipe de traitement, votre flux et votre débit dans votre environnement d'urgence. En résumé, nos points clés sont les suivants. Les techniques d'apaisement et de désescalade permettent vraiment d'éviter de mettre les gens sous contention et d'administrer des médicaments sédatifs lourds qui peuvent conduire les gens à rester inconscients pendant de longues heures inutilement. Au lieu de cela, nous allons conduire à des dispositions plus promptes et il vaudra la peine de consacrer un peu de temps à des techniques d'apaisement et de désescalade verbale. Rappelez-vous que la désescalade verbale prend généralement beaucoup moins de temps que le processus de mise sous contention et d'administration involontaire de médicaments par voie parentérale. Lorsque nous administrons des médicaments aux urgences, il ne s'agit pas de contention chimique, mais cela fait partie d'un plan de traitement, et cela va également faciliter un transfert rapide vers des établissements psychiatriques, et cela va réduire le temps passé aux urgences. Et le temps passé dans les services d'urgence sera considéré comme un traitement plutôt que comme un simple dépistage et une orientation. En évitant ces procédures de confinement, nous réduirons considérablement le nombre de blessures subies par le personnel et les patients, ce qui nous permettra d'entretenir de bien meilleures relations avec ces derniers.